Bon, et la folie des bureaux de passeport, c'est pas unique à Montréal ce qui se passe, c'est présent du côté de Québec aussi. Il y a des dizaines de personnes qui ont passé la nuit dehors pour décrocher le précieux document. Phil Couture a les détails. Le chaos dans les bureaux de passeport continue. On s'est donc rendu à Place de la Cité rencontrer les gens qui attendent pour leur passeport. On sait que la plupart d'entre eux ont passé la nuit ici. Alors on va les voir. On était au moins 70 personnes, je dirais même plus, peut-être 80 personnes qui ont dormi dehors. Mais dans le fond, moi, j'étais déjà venu hier toute la journée à attendre. J'ai attendu 9 heures, puis on s'est fait opérer de bord. Fait que bon, on est venu coucher cette nuit pour être sûr de passer aujourd'hui. On a entendu vraiment des histoires d'horreur, que ce soit à Montréal ou même apparemment ici les journées précédentes. Mais c'est ça, on a eu quelqu'un qui prenait les noms. Fait qu'on a tous joué le jeu. Là, on a tous mis notre nom avec l'heure d'arrivée. Donc finalement, tout le monde a pu avoir sa place, savoir quel était son numéro. Vous avez établi un système de relais avec des membres de votre famille. Oui, dans le fond, moi, mon père est venu à 3h30 ici. Moi, je suis venue le relayer à 6h à peu près pour que lui puisse aller travailler. Puis après ça, ma mère va venir me relayer pour qu'elle puisse s'occuper vraiment de l'administration au passeport là, à ma place. Je suis arrivé vers 1h, puis je suis reparti vers 3h30 quand ils nous ont dit que c'était fini, on ne passerait pas. Ils ont passé tous les cas à 2 jours, mais ceux plus tard, à 3 jours et plus, là, on n'a pas passé. Vous partez quand, vous? Vendredi matin. Bien, j'espère. Je suis descendue de Montréal, ça m'a coûté une chambre d'hôtel. Alors, j'espère. Parce que les dossiers ont été envoyés à Gatineau. Donc, il a fallu venir faire la file pour avoir le transfert vers Québec. Mais là, on n'a pas eu d'appel. Donc, on ne sait pas où l'état des dossiers, où est-ce qu'ils sont finalement. Fait qu'on est là pour essayer de trouver une solution parce qu'on part dans 48 heures. Donc, l'objectif, c'est de sortir d'ici avec un passeport. On a donc appris hier que la conférence des Nations unies sur la biodiversité, la COP 15, aura finalement lieu à Montréal plutôt qu'en Chine, où les contraintes sanitaires entourant la pandémie créent un contexte trop incertain pour son organisation. Le Canada est bien heureux de venir à la rescousse. On va aller en discuter avec le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault. Bonsoir, M. Guilbeault. Ouais. Encore un sommet sur l'environnement. Est-ce qu'à la fin de l'événement, notre planète va vraiment mieux se porter? Bien, je pense qu'il faut voir les Nations unies non pas comme l'endroit où les choses arrivent sur le terrain. Les Nations unies sont là pour nous aider à nous coordonner à l'échelle internationale. Il va y avoir probablement 140, 150, peut-être 160 pays qui vont être là. Et c'est lorsqu'on retourne dans la maison que le travail doit se faire. Au Canada, en 2015, lorsque nous, on arrive au pouvoir, on protège à peine 1 de nos océans. Bien là, aujourd'hui, on est rendu à 13 On est passé de 1 à 13 en l'espace de quelques années. Notre objectif, c'est de se rendre à 30 d'ici 2030 pour la protection des terres et des océans. Et on veut que ça devienne un objectif international. Alors là, donc, cette conférence-là, elle est importante parce qu'on travaille déjà, le Canada, avec la Grande-Bretagne, avec la France, l'Union européenne, mais aussi des pays en voie de développement comme l'Équateur ou le Nigeria pour que ça soit un objectif international. Parce que selon l'ONU, 1 demi-million d'espèces sont menacées dans les prochaines décennies. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour sauver donc ces espèces animales ou végétales? Bien, en gros, là, ce qu'on doit faire, c'est protéger du territoire. C'est pour ça qu'on a augmenté nos objectifs au Canada de protection du territoire. Donc, on est autour de 14 pour la protection de nos terres et de nos océans. On veut se rendre à 25 dans les deux cas d'ici 2025 et 30 d'ici 2030. Et on veut que ce 30 %-là soit l'objectif international. Et ce que les experts nous disent, c'est que c'est un seuil. Hein. C'est pas là, à 30 tout n'est pas réglé, mais c'est une espèce de seuil minimal qu'on doit essayer de respecter. Mais la présidence de la COP 15, même si c'est au Canada, sera quand même assumée par la Chine. Est-ce que ça ne va pas influencer l'agenda ou motiver des cibles moins ambitieuses? Bien, effectivement, parce que comme la conférence devait avoir lieu en Chine, la tradition veut que même si la conférence est déplacée, c'est eux qui gardent la présidence. Mais le Canada fait partie de l'équivalent du conseil d'administration de la conférence. On va avoir un rôle important à jouer. Et honnêtement, ça a été difficile avec la Chine au cours des dernières années, mais sur l'environnement, sur les changements climatiques, ils veulent collaborer avec nous, ils veulent collaborer avec les autres et nous voulons travailler avec eux également
Moi, ça ne m'inquiète pas trop. Évidemment, des grands sommets comme ça avec des centaines de congressistes qui viennent juste pour quelques jours en avion, des fois, ça envoie un message contradictoire, mais c'est encore nécessaire? On fait beaucoup de choses maintenant en mode virtuel, mais ce n'est pas possible de faire un Zoom avec 12-15 000 personnes. Et c'est le nombre de délégués qui vont venir à cette conférence-là. Donc, on essaie de limiter les transports le plus possible, mais parfois, on a besoin de se rencontrer pour arriver à trouver ces terrains d'entente-là qui vont guider le travail de centaines de pays pendant les prochaines années. Stephen Guilbeault, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Maintenant, vaste opération politique et policière aujourd'hui dans Rivière-des-Prairies, un quartier montréalais durement touché par la hausse de la violence. La mairesse de Montréal et la chef du SPVM ont tenté de rassurer la population de l'arrondissement. Il y a une vingtaine de policiers qui ont aussi fait du porte-à-porte pour inciter les citoyens à les contacter s'ils ont des informations pertinentes pour leurs enquêtes. Moi, j'étais avec 4 enfants à Montréal-Nord. J'ai déménagé ici, mais j'ai vécu les mêmes choses, malheureusement. On était témoins de plein d'événements. On y travaille. C'est ça, c'est ça le message qu'on a aujourd'hui. En fait, notre présence ici s'explique par une seule chose. On veut que les gens sachent que nous sommes là, que nous sommes solidaires à la situation qu'ils vivent. Il n'y a pas de petites informations. Chaque information prend son importance. Chaque information va être prise, sera traitée. Il n'y a rien qui est laissé au hasard au niveau du SPVM. Bon, et c'est la fin des classes un peu partout au Québec. D'ailleurs, on salue les jeunes qui sont toujours debout, passé 22 heures et qui nous écoutent ce soir. On vous amène maintenant rencontrer d'autres élèves qui ont eu toute une année où ils ont appris le français. On regarde le chemin parcouru, puis je pense qu'on est toujours fiers et des enfants, premièrement, qui ont tout donné pour apprendre le français, pour s'intégrer. Est-ce que ce sont des enfants qui sont ici par le choix des parents, donc des gens qui ont immigré par choix, ou des fois, c'est des gens qui n'ont pas le choix, qui arrivent d'un pays en guerre, donc des réfugiés. Mais tous ces enfants-là se côtoient, s'aiment, il n'y a pas de différence pour eux. Tu avais combien d'élèves sur ta liste au début de l'année? J'avais un élève. Maintenant, j'en ai 13. Mon première journée de l'école s'est traitée très bien parce que mon enseignant, il était très gentil. Puis là, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce que ça fait de les laisser partir en voyant tout le progrès qui a été fait? On est content parce qu'ils sont prêts. Hein? Ceux qui quittent pour la classe régulière sont prêts, mais en même temps, on s'attache à eux. Je dirais que j'essaie de rester sereine parce que les enfants arrivent ici avec leurs petits baluchons et puis on essaie de les amener plus loin. La vague la plus importante en ce moment sont les élèves du chemin Roxham. On attend aussi l'arrivée d'élèves ukrainiens, mais pour l'instant, il n'y a rien de massif qui est arrivé. On en a seulement quelques dizaines qui sont arrivés. Le but, bien sûr, c'est que nos milieux sont quand même habitués à recevoir des élèves immigrants. Ça se passe bien. Les enfants sont très accueillants et sont toujours heureux d'avoir un nouvel ami avec qui jouer. Donc, nous, on se nourrit de leur énergie et puis on essaie de les mettre à profit. Souvent, on va avoir un enfant qui parle la même langue ou peut-être même qui vient du même pays. Donc, ça devient un peu comme un jumeau là, qui peut l'épauler au départ. Puis on prévoit déjà pour l'an prochain d'avoir 140 classes d'accueil au primaire et un petit peu plus que 50 classes au secondaire. Donc, disons que de notre côté, au centre de service, c'est un peu un retour à la normale après la pandémie, d'avoir des nombres comme ceux-là. J'ai appris le français. Est-ce que c'est facile? Un peu. C'est quoi le meilleur truc, ton conseil? Il faut juste de la confiance. Ça va marcher et elle va leur rigoler. Je veux lui dire que s'il prend son cahier et écoute les consignes, ça va tout bien passer. On travaille beaucoup avec des partenaires pour qu'il y ait des activités cet été pour nos élèves des classes d'accueil. Mobiliser les camps de jour pour qu'il y ait des places réservées pour les élèves des classes d'accueil, pour que ces élèves-là ne passent pas un 2 mois finalement sans avoir trop été exposés au français. Buenas vacaciones. Y no estoy asumido. Happy vacation. Boas férias. Buenas vacaciones. Et Polytechnique Montréal vient de nommer une femme à sa tête pour la première fois en 149 ans d'histoire. Il s'agit de Maude Cohen, qui a elle-même gradué de la Polytechnique, reconnue pour son implication dans plusieurs organismes de charité, dont la Fondation du CHU Sainte-Justine.